Cette mission à Tarquinia est portée par plusieurs institutions. L'École française de Rome, qui, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Facsimilé, documentation graphique sur la peinture étrusque. Ce programme est en collaboration avec l'Université de Tours et la surintendance de la Toscane. La deuxième institution, c'est le réseau national des MSH, les Maisons des Sciences de l'Homme, un programme qu'on a intitulé Ex situ 3D pour expliquer qu'on n'est pas in situ mais ex situ, en dehors du site. Et la troisième institution, c'est Mécénat, ARPAMED, Archéologie et Patrimoine en Méditerranée, qui va nous aider à modéliser ensuite toute la documentation que l'on récupère ici. Le but principal de cette mission est d'obtenir des modélisations en 3 dimensions de 2 tombes peintes étrusques qui datent de 2 périodes différentes. La première, c'est la tombe de l'Ogre qu'on a numérisée, dans laquelle on est allé en début de mission, donc sur le site archéologique, in situ. La tombe de l'Ogre, donc, qui est faite de ces 3 pièces, et qui est la plus récente, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et la deuxième, donc, c'est la tombe des Biges, qui se trouve derrière moi, qui a été déposée dans le musée. Donc, elle était autrefois dans la nécropole, et les fresques avec le substrat de chaux ont été détachées des parois en 1949 et donc déposées dans le musée, reconstruites dans le musée. Ce sont 2 tombes qui, malheureusement, illustrent les vicissitudes de ce médium, de ces fresques, c'est-à-dire leur déprédation au cours du temps. Donc, à partir du moment où elles ont été découvertes, toutes les 2 ont été découvertes au XIXe siècle, et depuis leur découverte, peu à peu, elles se sont dégradées. On peut voir donc de grosses parties du mur qui sont tombées, qui n'existent plus. Mais heureusement, donc, on a toute une documentation qui ont été faites depuis que ces tombes ont été découvertes,
Donc depuis le 19e siècle, dès leur découverte, des voyageurs, des artistes sont venus dans ces deux tombes, donc lorsque celle-ci était in situ, et les ont relevées. On fait donc des dessins de plein de types, donc des calques, grandeur nature. Les calques sont souvent en noir et blanc, mais parfois il y a des indications de couleur. Des aquarelles donc plus petites, donc colorées. Et ces calques ont ensuite servi à faire des reproductions grandeur nature 1-1, qu'on appelle des facsimilés, d'où le titre du programme, qui ensuite étaient exposés dans les musées internationaux, donc en Italie, à Rome, au Vatican, et puis donc aussi en Angleterre, à Munich, donc à Londres, à Munich, à Boston, à Copenhague. Donc il y a eu vraiment, pendant tout le 19e siècle et le début du 20e siècle, un goût pour la reproduction de ces tombes et la volonté de les illustrer dans les musées. Donc au même titre que les vases qu'on trouvait dans ces tombes, on avait aussi le décor de ces tombes qui était exposé par la reproduction donc d'artistes qui les ont reproduits. Donc la tombe des Biches que l'on a derrière moi, je l'ai choisie parce qu'elle donc elle est découverte en 1827 et à partir de ce moment-là jusqu'à 1930, donc pendant un siècle, elle est relevée régulièrement et on a plusieurs centaines de dessins ou peintures qui la reproduisent, donc une documentation très importante. Qui est tellement importante qu'on s'y perd un peu. Et il me paraît très important d'avoir cette modélisation 3D qui va servir de support, qui va servir de contexte sur lequel donc on pourra appliquer ces différents relevés pour comprendre comment ils s'organisent, donc pour faire une sorte d'organisation, de rangement de cette documentation chronologiquement, et aussi de pouvoir les comparer entre eux. Cette modélisation 3D n'est pas une technique qu'on invente, qu'on apporte à Tarquinia. Depuis une dizaine d'années, déjà les tombes sont modélisées. Aujourd'hui, on va beaucoup plus vite, c'est plus précis, et donc on a utilisé les deux techniques, le scanner Faro qui permet d'avoir une structure architecturale d'ensemble, architectonique d'ensemble, et pour les détails de la peinture, on utilise aussi la photogrammétrie qui va être beaucoup plus précise. Donc la photogrammétrie, basiquement, c'est faire des photos avec une méthodologie assez précise. Donc l'idée, c'est de pouvoir documenter, en particulier ici, les enduits peints, avec des photos et les faire d'une manière assez séquentielle et assez nombreuse. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre face aux parois et ensuite de faire des photos sur différents angles, que ce soit en angle latéral comme ça, mais aussi en angle vertical, vraiment pour acquérir un maximum d'informations tridimensionnelles. Donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir se positionner en face des enduits peints et de se décaler de quelques mètres, enfin de quelques dizaines de centimètres à chaque fois, en variant les angles de façon à maximiser les points de vue qu'on va avoir sur l'objet pour ensuite permettre à l'ordinateur de faire de la triangulation. L'idée, c'est vraiment d'apporter de l'aide aux différents archéologues en fonction de leurs problématiques sur les différents sites qu'ils ont à traiter, pour pouvoir leur offrir la possibilité de créer en 3 dimensions, de faire un relevé de leur objet de travail, que ce soit des environnements comme celui-ci, donc des tombes, que ce soit des sites en extérieur, que ce soit des objets aussi, des collections qu'on va pouvoir trouver dans les musées. Donc c'est de mettre à disposition des équipes de recherche un ensemble de techniques qui permettent de faire une documentation tridimensionnelle. À partir de cette première acquisition de données, et ensuite on va proposer différents types de traitements. Donc l'idée, c'est ensuite de pouvoir, à partir de ces modèles 3D, faire des analyses, des études. Donc là, en l'occurrence, une fois qu'on aura le modèle tridimensionnel de cette tombe, on va pouvoir reprojeter les archives, donc tous les dessins qui ont été réalisés sur cette tombe, pour pouvoir les recontextualiser et comparer entre l'état documenté au moment des relevés anciens et de l'état actuel. Donc il y a tout un ensemble d'exploitations qu'on peut faire avec ces nouvelles technologies.
la première phase que j'ai eu le temps de faire depuis que j'ai déchargé les cartes, c'est de lui dire tiens, je te prends tout ça et tu vas me les comparer une à une. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ça, il a fait ça très rapidement parce que je fais ça sur une version réduite de l'image. Je ne fais pas à ma version maximale. Je lui demande de calculer des identifications sur un quart, je crois, de l'image, ou un quart ou un huitième de l'image, donc une toute petite partie. Il les balaye comme ça en série. Il identifie des points remarquables sur chaque photo. Donc il va trouver au moins sur 3 photos, il va trouver un même point et il va faire une triangulation, il va se refaire une rétro-triangulation et au final il va réussir à deviner les positions des unes par rapport aux autres. C'est ce qu'on a ici, le semi de prise de vue. Donc ça c'est la première étape. Et deuxième étape, maintenant qu'elles sont positionnées dans l'espace, il va les reprendre, celles qui sont l'une à l'autre comme ça, il va reprojeter, il va scanner chaque pixel en fait, il va voir s'il y a l'équivalent chez l'autre et s'il arrive à le trianguler. Et donc là, c'est pour ça qu'on va avoir un nuage plus dense. Donc ça c'est la deuxième étape, donc on aura un nuage dense, ça correspondra au nuage de points qu'on a avec le scanner. Et ensuite la troisième étape c'est qu'il va me créer un maillage, parce que là pour l'instant j'ai que des points. Donc il va relier tous ces points pour faire un solide, quelque chose de solide, mais j'aurai quelque chose de neutre en fait, pas de couleur a priori, ou de la couleur de points, c'est tout, mais pas d'informations plus précises. Après, une fois qu'il m'a fait le maillage, je vais lui demander de reprojeter un échantillonnage de la photo. Donc il va me faire un mix, il va choisir les photos qui sont les moins floues, il va faire de balancer les différents éclairages, etc., de façon à me projeter la photo, mais corriger de ses déformations sur le modèle 3D. C'est super. Hein. Et du coup, tu vois, les éclairages sont assez équilibrés, on va dire. Il y a des zones un peu ombrées, mais bon, elles sont pas énormes non plus. Donc ça marche pas trop mal, quoi. Donc là, c'est sur le set du premier jour. C'est pas avec les autres photos qu'on a fait le lendemain. J'ai pas eu le temps de les avoir intégrées dedans. Et j'ai pas intégré non plus du scanner. Voilà. Ah oui, là, il n'y a pas de scanner. Non, il n'y a que la photogrammétrie. Là. Mais en fait, ça marche bien quand tu as vraiment de la texture, des choses sur lesquelles appuyer, s'appuyer, l'algorithme va s'appuyer. Quand tu n'as pas beaucoup de texture... Oui, j'ai vu tout à l'heure pour la tombe des biges. Ouais. Et du coup, des fois, il arrive quand même à recréer quelque chose. C'est là où c'est dangereux, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il a fait quelque chose. et en plus, dans un contexte comme ça, où tu te retrouves avec des parois, avec des enduits, avec des endroits où tu as des zones de fracture, en fait, il va parfois te créer des zones de fracture qui n'existent pas. Je vais essayer de vigilant, ça c'est... il faut connaître un peu... La machine qui prend le pas sur l'homme. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et puis il faut connaître un peu aussi... faut bien connaître le monument. Ouais. Et puis il faut le faire aussi quand on est encore sur place, qu'on peut vérifier, parce que des fois tu reprends un truc après, et t'as un doute, tu sais pas si là t'as un trou ou t'as pas de trou. Quoi. Au début de la découverte de la tombe, en particulier donc, un peintre qui s'appelait Carlo Ruspi, a tenté de restaurer, d'imaginer quels étaient les manques, parce que quand on l'a découverte, il y avait déjà des manques. Donc il a tenté de retrouver, enfin de proposer, de combler les manques, les lacunes dans les fresques. Comme il travaillait pour le Vatican, on pourra le regarder de plus près, il y a des scènes érotiques qu'il a censurées. Donc il y a en effet des variations entre plusieurs dessins. Et donc ce modèle 3D permettra, par transparence de deux dessins, de les comparer. Et donc ça nous semble très important d'avoir donc cette modélisation 3D. Moi, l'idée que j'avais, c'est plutôt quelque chose de complètement interactif, donc c'est d'unitaire. Ouais. Et après, c'est à nous de décider, de faire une sélection, de limiter finalement l'accès. Je vais tout mettre dedans, et après, en fonction, on va déterminer les fonctionnalités pour se dire, bon là, je veux avoir un filtre avec une sélection sur les archives qui sont de telle époque, point barre, quoi. Donc on peut très bien, par exemple, si on choisit telle hauteur, si on choisit la brousse, je suis devant ma paroi, je choisis la brousse. Si je me tourne, je peux voir la brousse aussi sur l'autre paroi. Donc ce qu'il faudra, c'est que je trouve un système d'identifiant où on est des sets, en fait, qu'on se fasse des ensembles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On se dit, on fait que on a un identifiant par chaque auteur. Les collections, c'était 7. Collection, en fait. Oui, non, mais c'est très bien. Voilà. Et bon, après, c'est une fonctionnalité que je mets en place sur l'application, mais effectivement, on peut fonctionner comme ça. Parce que finalement, quand c'est pas complet, le set, il sera... Il y a une paroi qui aura une image, et puis tant pis, de toute façon, et quand il y aura rien, tu mettras quoi C'est quoi le contemporain de toute façon, le base, on a la structure, c'est l'état actuel. D'accord. Si on n'a rien, on n'a que ça, de toute façon. Voilà, c'est ça. Super. Voilà, donc en fait, ce programme va permettre un parcours depuis l'Antiquité, donc les fresques étrusques, en passant par l'époque moderne, les dessins qui sont faits pendant tout le 19e siècle pour ces deux tombes
et encore au début du XXe siècle, et même à la fin du XXe siècle, parce qu'on a cette collaboration avec Cornelia Weber-Lehmann qui elle-même, dans les années 1990, a fait des relevés à la manière de Carlo Ruspi. Elle a, avec ses calques, donc elle a relevé toutes ces tombes. Et donc, it's just no. We have made the drawings on the wall. Yeah. In 1:1, measure 1:1. Yeah. Exactly. Then they were reduced Yeah. to 1:5. Okay. But this 1:5, and this was made by a 2-room camera. So it's very straight. It's Okay, so exact, very exact. geometry. Okay. Yes, and not deformation. on a paper, but on a film. No, Yeah. geometrical correct, Yeah. but only correct from original size Yeah. Yeah. to 1:5. Yeah, but you have the not, scale. Not the scale. You have the scale anyway. Not correctly in comparison with the real situation in the tomb. Yeah, but because the precision you cannot is not the decide whether the copy was made così Yeah. or così. Yeah, or but così. maybe if you say you have like a calc on the wall, you apply it on the wall, Yeah. and then you draw it, Yeah, Yeah. yeah. Or it was like over a glass. No, No. On the it wall. was On the wall. En 2017, Natacha Lubchansky a proposé au Musée des Beaux-Arts de Tours, où je travaillais alors, une exposition sur la peinture étrusque. L'idée était de faire connaître ces tombes peintes à l'aide de leur reconstitution en 3D, en cours d'élaboration, ainsi que par les relevés graphiques dessinés et peints au XIXe et au XXe siècle. Ma participation à l'expédition consistait précisément à repérer des objets qui, au-delà des fresques elles-mêmes, qu'évidemment on ne peut pas déplacer, permettent de les évoquer et d'évoquer aussi leur caractère historique et une historiographie de l'étude de ces fresques, de cet art étrusque, de cette peinture étrusque. Parce qu'on s'aperçoit qu'au fil du temps, leur perception a été différente. Les relevés qui en ont été faits, les aquarelles à petite dimension mais avec des couleurs assez exactes, aussi bien que les relevés, les calques et les facsimilés qui ont été réalisés après, toutes ces œuvres qui ont une dimension documentaire correspondent à un état de la connaissance, voire à un état de la situation morale d'une société. Certains commanditaires, par exemple, ont souhaité que des détails anatomiques n'apparaissent pas sur certains relevés parce qu'ils ne souhaitaient pas mettre en avant cet aspect de l'art étrusque. Le but était donc de repérer des objets qui pourraient être exposés pour leur intérêt iconographique, et puis également d'évaluer le coût que pourrait représenter leur restauration d'une part, leur transport d'autre part, donc des dimensions pratiques qui ne sont pas forcément la partie la plus visible d'une exposition, mais qui sont évidemment indispensables parce que tout projet a une dimension financière, budgétaire, qu'il est important d'envisager. Ce travail s'est déroulé essentiellement à Rome, à l'Institut archéologique allemand, qui conserve des aquarelles et des calques qui sont plutôt dans un bon état de conservation, qui ont été montés sur des rouleaux, qui sont donc prêts à être exposés. Il reste à en faire le choix. Et puis d'autre part, au Musée archéologique national de Florence, là, la documentation est plus riche, plus variée. À nouveau des aquarelles, des calques, pas en très bon état, qui nécessitent une restauration, un montage, et puis les facsimilés eux-mêmes, qui sont des grandes toiles peintes, montées sur châssis, conservées dans des conditions pas forcément optimales, et qui nécessitent au moins un dépoussiérage, un nettoyage, éventuellement la réintégration de certaines lacunes, donc la reprise en couleur en fait, de certains endroits où la peinture a pu s'abîmer. L'originalité de notre programme, et nous visons une exposition qui permettra de rendre ça aussi, c'est l'intervention d'un artiste, un vidéaste, Nicolas Chasseur-Skilbeck, qui, avec son regard artistique, va se mettre dans la lignée des artistes eux-mêmes qui étaient employés au XIXe siècle pour relever ces monuments, et va concevoir une installation. Donc il va jouer avec cet espace architectural, avec les scènes qui décorent les murs, et aussi avec le palimpseste, on pourrait dire, de ces différents dessins qui ont été faits depuis la découverte de la tombe. La première fois qu'on a parlé de ce projet avec Natacha Lubchansky, c'était il y a 4 ans, où elle était venue me trouver parce que je travaillais beaucoup avec l'association Mode d'Emploi.
Et donc, elle cherchait à travailler avec un plasticien pour réaliser un fac-similé avec les moyens d'aujourd'hui, avec les moyens numériques et l'art, plus spécifiquement l'art vidéo. Quand j'ai appris ça, j'ai pensé que ce serait intéressant de faire une installation qui regroupe quelque part ces vues d'artistes avec des images que j'ai réalisées dans la tombe d'aujourd'hui et par cette installation qu'on puisse voyager à travers les temps de représentation de la tombe et des différentes vues et interprétations qu'il y a pu y avoir dessus. Pour l'instant, on ne sait pas exactement quand ça va se dérouler, mais j'aimerais utiliser des techniques de projection, non pas recréer complètement la tombe, mais en faire une interprétation et évoquer quelque part la sensation de se trouver dans cet espace. Donc c'était extrêmement passionnant là de pouvoir venir sur place, découvrir vraiment quel effet ça fait de venir rentrer dans cette tombe, de filmer à l'intérieur et de déambuler à l'intérieur pour pouvoir justement transmettre cette sensation. Donc il y a ce jeu aussi avec la disparition des fresques qui se sont effacées à cause des vicissitudes du temps, des intempéries. Ces tombes n'ont pas toujours été fermées, mais donc elles sont dans des conditions de protection qui ont plus fluctué. Donc le décor a pu s'effacer et on peut le restaurer grâce aux travaux des artistes du 19e et notre travail aujourd'hui numérique et artistique avec Nicolas Chasseur-Skilbeck.